Au tête la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez simple. On va parler du développement de l'Afrique. Vous savez, l'Afrique, chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on est en retard, on n'est pas suffisamment développé, il y a plein de problèmes, faut qu'on rattrape notre retard par rapport à l'Occident. Voilà, c'est souvent ce genre de discours qui revient. Et moi, j'aimerais apporter un peu de la nuance par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de l'Afrique? Qu'est-ce qu'on entend par développement? Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire par cela? Est-ce qu'on a vraiment les lacunes qu'on prétend avoir? Comment est-ce qu'il faut l'implémenter pour que les choses se passent bien? On va parler, ce sera un sujet peut-être long, je sais pas trop, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. C'est parti. Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier les valeurs africaines. Je ne savais Alors, avant de commencer, qu'est-ce qu'on entend par développement? Alors, il faut avouer qu'aujourd'hui, l'Europe a créé plein de termes, l'Europe a créé plein de concepts aujourd'hui. On parle de capitalisme, on parle de véganisme, on parle de liberté afroféminine, on parle de féminisme, pardon, on parle d'écologie, on parle de beaucoup de choses aujourd'hui en Occident, aux États-Unis, en Europe, lorsqu'on parle de développer l'Afrique, etc., etc. Alors, moi, je voulais parler, avant de commencer, avant d'aller plus loin, je voulais parler d'abord d'un terme, d'un préfixe qui me dérange énormément. C'est le préfixe afro. Afro, c'est un préfixe qu'on retrouve très souvent lorsqu'on veut rattacher l'Afrique à un nouveau concept. On va parler d'afro-capitalisme, afro-véganisme, afro-féminisme, afro-vestimentaire, enfin, aujourd'hui, nous sommes dans une société où on met afro après tout. Et donc, moi, ce qui me dérange, c'est que ça donne une impression qu'il y a des choses qui ont été implémentées par le monde, par des sociétés, et ensuite, il y a l'Afrique qui vient derrière et qui rattrape son retard en y apposant juste son petit mot afro. Et comment ça se présente derrière? C'est juste, on va rajouter un peu de wax par-ci, on va mettre un nom africain par là, on va peut-être mettre un noir ici. Et en fait, tout ce qu'on fait en termes de développement, c'est de prendre des concepts qui n'ont pas été implémentés par notre peuple noir, et de juste mettre des artifices, pour dire, écoutez, regardez, on a pris une technologie et on se l'est réapproprié. Et pour nous, et pour certaines personnes, ils appellent cela le développement. Alors pour moi, ce n'est pas le développement. Pour moi, c'est un aveu. C'est un aveu très triste. C'est un aveu d'échec. C'est même, j'ai envie de dire, c'est un aveu de personnes faibles. C'est des gens qui ont abdiqué. C'est des gens qui ont compris que ils ne sont que des êtres qui n'ont rien créé, si ce n'est pas grand-chose, et qui donc, dans cette course au développement, il faut qu'on prenne des concepts, qu'on se les réapproprie, et encore, qu'est-ce qu'on entend par se réapproprier des concepts, et ensuite qu'on y apporte, qu'on y rajoute notre petite touche afro. Moi, franchement, ça me dérange. Moi, j'ai envie que ça s'arrête, même d'ailleurs. Moi, je vous dis, moi, franchement, j'ai envie que l'Afrique se développe, mais effectivement, moi, je vous parlerai dans un second temps de ce que j'entends par développement, et ensuite, voilà, on verra ce qu'on est capable de faire ou pas. Alors, déjà pour commencer, c'est quoi le développement? Moi, j'estime qu'il faut qu'on sache ce que c'est, parce que peut-être on ne sait pas ce que c'est. Hein, voilà, qu'est-ce qu'on entend par développement? Est-ce que le développement, c'est ce que l'Europe et l'Occident proposent en termes de technologie, de sociologie, etc. Est-ce que c'est cela qu'on appelle développement? Ou alors, la définition pour moi qui peut être entre guillemets plus universelle, c'est de dire le développement, il est d'abord culturel. D'abord. Et en fait, le développement, c'est le fait pour un peuple de trouver tous les mécanismes pour rendre la vie meilleure. Pour moi, c'est ça le développement. Et donc, clairement, ça s'intègre dans un lieu culturel. Parce qu'effectivement, la manière de se rendre la vie plus facile, plus vivable, avec moins d'injustice, une facilité de transport, etc., c'est d'abord propre à un peuple, à un territoire, à une identité. Mais après, rien n'empêche que derrière, entre les brassages, entre les échanges,
il y a une forme de développement qui se retrouve dans d'autres peuples, ou même qui se partagent, qu'on soit bien d'accord. Donc, moi, vous avez bien compris que moi, ma définition sera plus la seconde, c'est-à-dire que il n'y a pas ceux-là, ils sont développés, nous, on n'est pas développés pour X ou Y raison. Et derrière, ce qu'on fait, c'est que quand on parle de développement, on va d'abord de l'autre côté, on prend tout ce qu'ils ont fait, on reprend, on ramène chez nous, et voilà, on se met à faire du rafistolage, et on dit, voilà, on s'est développé, et en plus, on s'est développé à l'africaine. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Et donc, dans la troisième partie, je vous expliquerai pourquoi. Vous savez, chaque fois qu'on parle du développement, le développement, c'est large. C'est comment est-ce qu'on gère la société, donc la politique, c'est le social, c'est la linguistique, c'est le nutritionnel, c'est comment est-ce qu'on se nourrit. Hein, voilà, c'est beaucoup de choses. Après, c'est aussi des questions d'innovation. On va vous parler de la data, de l'IA, du numérique. Pour moi, c'est tout ça le développement. Voilà, c'est un peu compartimenté comme ça. Je vous l'ai fait un peu à la macro, politique, sociologie, sociale, économique, nutritionnelle, vestimentaire. Et donc, ce que je vous propose donc dans cette partie, c'est de prendre quelques points et de vous montrer que, ok, il y a quelque chose à comprendre de ce que certains peuples ont fait, de ce que l'Occident a fait, mais surtout, qu'est-ce que nous avons fait? Ce que vous l'aurez donc compris, pour parler de développement pour moi, il ne faudra pas aller chercher à l'extérieur. Il faudra d'abord prendre ce que nous-mêmes nous avons fait. Je vous prends un exemple. Lorsqu'on vous parle du capitalisme, est-ce que vous savez juste ce que c'est que le capitalisme? Le capitalisme, c'est un système économique dans lequel il y a une très petite partie de la population qui s'accapare des biens de production. C'est quoi les outils de production? C'est la terre, c'est les minerais, c'est les machines. En fait, des gens prennent tout ce qui est en capacité de produire de la richesse, de la plus-value. Et derrière, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, ok, on a tout ça, mais on va prendre des travailleurs derrière. Ils vont créer de la richesse en utilisant les ressources qui sont censées être partagées par tout le secteur ouvrier industriel, créer de la valeur et s'accaparer en plus toute la valeur qui a été produite et en donnant des miettes qu'ils appellent salaire à des individus. Ça, c'est pour vous la faire un peu gros, mais c'est cela le système capitaliste. Et donc ça, j'ai envie de dire, s'il faut prendre ce système et le déposer en Afrique, juste en changeant les individus qui le composent, ce n'est pas une réussite. Parce que qu'est-ce que crée le capitalisme derrière? Le capitalisme crée une minorité de riches et il crée une extrême majorité de pauvres. Et donc moi, j'ai pas envie qu'on se dise que oui, on veut se développer, etc. Que notre réflexe soit de prendre ce système économique là tel qu'il est et de l'implémenter en Afrique. On doit repenser un système économique africain. On doit repenser notre Ubuntu africain. On doit repenser notre système d'échange, notre système économique. On peut regarder ce qui se fait à l'extérieur, je ne dis pas non. Mais d'abord, comment est-ce que ça se faisait en Afrique? Il y a plusieurs façons de faire. D'abord, il faut savoir que l'Afrique a toujours eu ce qu'on appelle une économie de subsistance. C'est-à-dire que des gens travaillaient dans leur petit champ. Voilà, j'ai ma petite maison, j'ai mon petit champ et tout. Je cultive et ce que ça me donne en termes de récolte. Soit je mange ce qui est là et ce qui est mangeable pour la semaine. Le surplus, soit je le stocke dans mon grenier, soit je le vends ou soit je l'échange avec mes voisins contre autre chose. Je te donne mon stock mon surplus de tomates et toi peut-être tu me donnes ton surplus de manioc ou tu me donnes autre chose qui n'a rien à voir avec l'alimentaire, je ne sais pas. Donc ça c'est une forme de système d'échange, de système de redistribution, de richesse, de valeur, vous l'appelez comme vous voulez. Après effectivement il faut voir plus grand, il faut voir les échanges entre des grands territoires, etc. Mais c'est pour dire que c'était en Afrique, il n'y avait pas quelqu'un qui avait toutes les terres, ou une petite partie de personnes qui avaient toutes les terres, qui décidait de toi, tu viens travailler, je te donne un salaire. Ça ne marche pas comme ça, parce que ça crée de la pauvreté derrière, des inégalités, et qui dit inégalité et qui dit extrême pauvreté, crée de la violence. Donc voilà, donc
je m'arrêterai là parce que une vidéo sur le capitalisme va me prendre 3 heures, mais c'est juste pour vous dire que c'est un concept occidental qui, sur le papier, crée de la richesse et de la valeur et de l'innovation. Mais vous l'aurez bien constaté comme moi, en Afrique, il y a des gens qui sont très, très pauvres, des gens qui n'arrivent pas à manger, souvent pendant des jours et des semaines, à boire de l'eau. Je veux dire, les biens de nécessité, les biens vitaux, les gens n'y ont pas accès. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un système économique qui a juste été calqué, et en plus qui a été même très mal calqué d'ailleurs, parce qu'encore qu'en Occident, oui, c'est un système qui oppresse les pauvres, mais ils ont réussi à créer une petite classe moyenne, mais en Afrique, on n'y est pas encore. Donc, il s'agirait de réfléchir à un système économique propre africain et ne pas s'empresser de prendre tout ce qui est système bancaire, de prendre tous ces codes-là qui ne restent que de la spéculation économique, de vouloir les recopier en Afrique pour dire, ok, regardez, on s'est développé parce qu'on a le truc de Londres chez nous, etc., etc. C'est extrêmement dangereux. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que derrière la richesse qui est générée en Afrique, qui est générée en Europe, pardon, c'est une toute petite partie de la population. Sinon, tout le monde vit des dettes en Occident. Les gens survivent, mais ça ne se voit pas parce qu'on vit dans une société de surconsommation. On vit de près, etc. Chose que nous, on ne peut pas se permettre en Afrique parce qu'on n'a pas... on n'a pas ces structures économiques-là. Et je terminerai la vidéo en disant que le capitalisme, effectivement, il est national, c'est-à-dire que dans un État, vous trouvez 10% de riches qui possèdent 80% de la richesse, avec donc les 80% des pauvres qui n'ont que le reste pour aller se faire foutre. Mais il y a aussi le capitalisme qui est international, c'est-à-dire que vous avez 10% des États dans le monde qui possèdent 90% des richesses. Et donc vous avez donc 80% des États du tiers, qu'ils appellent le tiers-monde, hein, avec l'Afrique et d'autres, qui ne possèdent rien. Parce qu'il y a de l'impérialisme. Donc voilà, donc vous voyez, il y a d'autres sujets qui arrivent et qui se mettent dans le plat, mais il faut faire très attention à recopier des systèmes sans même les comprendre. Je vous parlerai aussi, parce qu'on aime bien dire que l'Afrique, on mange pas, on est très pauvre, on mange très peu. Ce qui est vrai sur le papier. Mais j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une notion qu'on appelle la famine déguisée. Alors c'est quoi la famine déguisée aujourd'hui? C'est pas vous, mais trouver de la vraie nourriture devient de plus en plus difficile. Des fruits naturels, que ce soit des légumes qui ont encore du goût, des produits vraiment sains, des aliments non transformés, c'est rare. Apparemment, la France, c'est pas le pire, d'accord, c'est les États-Unis. Et aux États-Unis, apparemment, il existe des endroits qu'on appelle des déserts alimentaires. Pourtant, quand tu arrives là-bas, il y a des magasins partout. Et qu'est-ce qu'on y trouve là-bas? Des chips, du fast-food, du soda, des aliments frits, des boissons chimiques. C'est pour ça que je vous dis que la France, encore, on s'en sort plutôt pas mal. Par contre, essayer de trouver une orange fraîche, un vrai jus naturel ou des aliments riches en nutriments, ça devient compliqué. Et le problème, c'est qu'à force de manger des aliments ultra transformés, énormément de personnes développent des carences vitaminiques, de la fatigue chronique et des problèmes de santé, comme des cancers, etc., etc. Du coup, la famine des derniers temps, je ne pense pas qu'elle ressemblera à ce qu'on imagine. Ce ne sera peut-être pas forcément le chaos total avec des gens qui courent partout en criant qu'il n'y a plus rien à manger. Je pense plutôt qu'on nous donne l'illusion qu'il y a encore de la nourriture, alors qu'en réalité, la qualité disparaît petit à petit. Je vais vous donner un exemple. J'ai mangé une orange il y a peu de temps. Désolé, mais l'orange, elle n'a pas de goût. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire aux États-Unis avec les pastèques vendues dans certains supermarchés Walmart. Des gens se plaignaient qu'elles n'avaient plus de graines et qu'elles avaient presque une texture de plastique. Et quand on commence à voir ce genre de choses, on peut se poser des questions, d'accord? Alors oui, personnellement, je pense qu'on vit déjà une forme de pénurie alimentaire moderne. Une pénurie cachée, vous savez, plus discrète, mais bien réelle. Après... En fait, les gens en Occident ne se nourrissent pas, ils mangent. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Ils mangent? Non. En fait, ils ingèrent des calories, mais c'est des calories qui sont vides, mais c'est des calories qui leur créent beaucoup de maladies. Hein. Beaucoup de maladies. C'est-à-dire que tu peux manger des biscuits toute la journée. Ok, tu as des calories, il n'y a pas de souci. Tu as tes 2000 calories de la journée, ok, d'accord. Mais c'est surchargé en sucre, en glucose, etc. Et donc, du coup, ça te crée du diabète. Et de deux, ça ne nourrit pas tes cellules parce qu'il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien.
Donc en fait, ça crée des corps en Occident qui ont de l'énergie, mais qui sont malades et qui ont des cellules en très mauvaise santé. Le niveau moyen de testostérone chez les hommes a été divisé par 2 en 50 ans et ça n'est pas une bonne nouvelle. C'est le résultat d'une méta-analyse compilant les données de près de 8000 études réalisées dans différents pays sur près de 100 000 participants. Les chercheurs évoquent plusieurs facteurs liés à nos habitudes quotidiennes et notre environnement, l'augmentation de l'obésité et du diabète, deux facteurs connus pour faire diminuer le taux de testostérone. Ils avancent aussi une autre piste, les substances chimiques présentes dans les produits chimiques ou dans l'air pourraient perturber le fonctionnement du système hormonal. D'après certains chercheurs, l'obésité reste l'une des causes principales car elle compterait pour la moitié de la baisse de testostérone. Cette étude ne parle pas seulement de testostérone, elle relance aussi les questions sur le déclin de la santé reproductive des hommes. D'autres études ont déjà montré une baisse du nombre de spermatozoïdes chez les hommes. Pour les chercheurs, il faut encore déterminer le rôle exact de l'environnement dans ce phénomène. Donc c'est les corps qui sont créés en Occident. Et donc c'est ce qu'aujourd'hui il y a des théories, il y a des théoriciens qui appellent ça la famine déguisée. Parce qu'en fait tu ne te nourris pas. Tu ne nourris pas ton corps. Mais vu que tu manges et que tu as de l'énergie et de la calorie, on se dit que tout va bien. Alors que tout ce que les industriels font, c'est de créer de la nourriture. C'est même pas de la nourriture, c'est de créer des calories. Et ensuite, on fait du marketing, on met des couleurs, on met des trucs, on vous passe ça à la télévision, on vous dit que ça vous donne de l'énergie, etc. Et on vend ça à tout le monde, et tout le monde bouffe. Et tout le monde est malade. Ensuite, ça crée un autre système de santé, etc., avec des maladies qui sortent de nulle part. Des gens qui, à 30 ans, ils ont déjà des AVC, ils ont des maladies... ils ont des Alzheimer à 40 ans. Enfin, en fait, les gens mangent de la maladie. Enfin, donc c'est cela. Donc en Afrique, par contre, oui, on mange. On mange pas beaucoup de calories, mais on a encore la chance d'avoir de la qualité. On a encore des sols qui ne sont pas ultra bousillés aux pesticides, etc. On peut encore manger de bons fruits, mais attention, la consommation industrielle européenne que nous on va qualifier justement de développer est en train d'arriver chez nous. Ça commence à bouffer des pizzas surgelées en Afrique, ça commence à bouffer des hamburgers en Afrique, donc ça fait beau, ça fait moderne. Donc quand les gens mangent des nourritures afro en pensant que c'est pas suffisamment sexy, c'est pas comme le blanc le veut ou pas, du manioc, du chicoin, il faut faire attention, c'est de la nourriture de très bonne qualité. Aujourd'hui, on va analyser si le madessou est un plat compatible avec la vie sportive. À la fin de la vidéo, vous aurez la fiche nutritive de ce plat. Pour vous présenter le plat, le madessou est un plat congolais fait à base de haricots blancs ou rouges, accompagné d'une viande, soit la queue de bœuf, les tripes ou encore les pieds de porc pour certains. Et comme accompagnement, on a souvent du riz blanc, du manioc ou du foufou. Concernant l'apport nutritionnel de ce plat, on commence par la star, les haricots. Après ton entraînement, ton corps a besoin de deux choses: reconstruire ses muscles et refaire le plein d'énergie. Et les haricots apportent des protéines végétales qui permettent la reconstruction de tes muscles. Ils contiennent aussi beaucoup de fibres qui ralentissent la digestion et te permettent de rester rassasié beaucoup plus longtemps. Très important pour une personne qui est plutôt en perte de poids parce que ça lui permet d'éviter de grignoter entre les repas. Le deuxième ingrédient principal, ce sont les tripes qui contiennent énormément de protéines et contiennent du zinc et de la vitamine D qui participent à la récupération musculaire et favorisent le bon fonctionnement du système immunitaire. C'est très important de manger des tripes lorsqu'on s'entraîne plusieurs fois dans la semaine, par exemple. Concernant le troisième ingrédient, moi j'ai choisi le riz comme accompagnement. Et si vous êtes une personne qui fait du sport pour prendre de la masse musculaire, vous pouvez consommer du riz blanc. Applaudissements. T'es obligé d'applaudir parce que ça va trop vite. 2, c'est des gestes que t'as jamais vu de ta vie. Et pour moi, le développement, c'est juste de dire comment est-ce qu'on peut valoriser cette nourriture-là pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Peut-être c'est d'avoir un beau packaging, peut-être c'est de packager du manioc, du bissap, du truc. En fait, c'est cela que doit être le développement. Et pas d'importer un système industriel et nutritionnel qui est ultra nocif pour la santé. Donc il faut faire attention à cela. Lorsqu'on parle de développement, qu'est-ce qu'on met en avant? On vous parle des infrastructures. On vous parle il faut construire des buildings, etc. Alors, construire, oui, mais avec quoi? Aujourd'hui, en Occident, on construit beaucoup avec du béton armé. Alors, le béton armé, c'est bien. C'est certainement moins cher. Ça se fait assez rapidement. Aujourd'hui, il y a une connaissance du métier, il y a une connaissance technique.
Donc voilà, donc les architectes, ils n'ont pas de problème, ils vous forment des maisons, ils font des plans, tout va bien dans le meilleur pays des mondes, ou pas. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les matériaux sont très toxiques pour la santé. Quand vous prenez tout ce que les Blancs nous ont amené ici en Afrique, normalement c'est pour nous tuer, c'est pour nous abrutir, il y a beaucoup de choses. C'est eux-mêmes qui nous ont amené l'amiante ciment. Après ils nous disent c'est cancérigène. C'est eux-mêmes qui nous ont amené la tôle. Aujourd'hui, ils nous disent 50 ans après la tôle est cancérigène. Et vous allez remarquer, madame, aujourd'hui, dans les jeunes dames, dans les jeunes mamans en Afrique, il y a des cancers des seins, il y a des cancers d'utérus, il y a cancer de ceci. Mais vous allez au village, ces maladies-là n'existent pas. Parce que les villageois habitent dans de très bonnes conditions avec des matériaux appropriés au climat. Je prends un exemple. Vous avez une brique en ciment. La journée, elle absorbe la chaleur. Et les soirs, elle fait un effet contraire. Je m'appelle Brunel Joseph Guibalé. Je suis architecte de formation, président de l'Ordre des architectes du Congo. D'abord, il y a un petit complexe en nous les Africains. On pense que ce qui est africain, c'est mauvais. Mais je vais vous donner un principe, un vrai principe de la climatologie. Quand vous arrivez dans un pays, pour savoir les vrais matériaux de construction, il faut aller au village. Parce que les villageois, ils connaissent les climats plus que tout le monde. Et vous allez voir qu'en Afrique, généralement, dans nos villages, les maisons sont construites en paille ou en feuilles de la forêt, là, avec l'argile et le bois. C'est ça le matériau normalement qui est approprié pour notre climat tropical. Et avec la colonisation, le blanc voulait vendre ce qu'il avait. Il nous a amené les ciments, il nous a amené des briques, il nous a amené... Ce sont des choses qui ne sont pas adaptées à notre culture. Et ce qui est aberrant aussi, vous allez voir même les intellectuels aujourd'hui, dans le domaine de l'architecture, ils vont vous dire qu'il y a l'architecture traditionnelle, l'architecture moderne. Qui est traditionnel, qui est moderne? Quelle humiliation! Parce que ce qu'on appelle moderne, c'est traditionnel quelque part. Et quand on dit traditionnel, c'est dans le sens péjoratif pour diminuer notre architecture. Or, nous avons la vraie architecture du monde, je dirais. Aujourd'hui, vous êtes en Afrique du Sud, une maison en paille, il n'y a que les millionnaires et les milliardaires qui s'en tapent. Ils habitent dans de très bonnes conditions et ils n'ont pas besoin de toutes ces climatisations, nos lampes, tous ces rayonnements que nous avons ici, n'en ont pas. Donc, nous pensons que l'Africain doit faire un retour à l'authenticité, comme disait Mobutu. Et nous avons eu des colloques des présidents de la Fédération des architectes francophones de l'Afrique, qu'on appelle FAFA, où on a discuté sur cela. On a dit qu'il faudrait faire une architecture durable, mais avec les matériaux locaux. Et c'est possible. Parce qu'on peut avoir l'argile, parce qu'un architecte n'est pas là seulement pour construire ou concevoir une maison, mais l'architecte est là aussi pour faire des recherches sur le matériau de construction. J'ai la paille. Mon grand-père a utilisé la paille. Quelles sont les propriétés mécaniques de la paille? Quelles sont les propriétés chimiques de la paille? Quels sont les défauts de la paille? J'amène une innovation. Je me dis, la paille, elle est trop flammable. Donc, si vous mettez le feu, ça va prendre. Qu'est-ce que je fais? Je fais des recherches. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des résines. Vous trouvez ces résines, ce sont des compositions chimiques. Ça peut être en plastique, ça peut être à ceci. Ça se fait déjà en Afrique du Sud, déjà ils font ça. Vous trempez votre paille et quand vous sortez dans les résines, vous mettez le feu, ça ne prend pas. Donc il faudrait chercher à moderniser nos matériaux. Il faudrait moderniser nos matériaux. Je vais prendre la brique adobe. La brique adobe, c'est quoi? Ce sont des briques qu'on utilise dans le village. On prend juste l'argile, on met dans une petite caisse en bois, on secoue, on presse, on sort une brique. Mais quand j'amène au laboratoire à l'écrasement, ça me donne un faible mégapascal, c'est-à-dire quoi, la résistance à l'écrasement. Donc je dois étudier, si mon ancêtre a utilisé l'argile de cette manière-là, moi qu'est-ce que je dois faire pour augmenter la capacité
des mégapascales de la résistance à l'écrasement. Je peux brûler ça au feu. À quelle teneur de four? Pour que j'ai une brique solide, tu amènes maintenant au laboratoire à l'écrasement, ça te donne par exemple 14 mégapascales. Donc il faudrait que l'architecte africain tourne le mental. Et les Blancs ne veulent pas ces recherches-là, parce qu'ils doivent vendre leur tôle. Ils doivent vendre leur ciment. Ouais. Ils doivent vendre ceci. On peut aller même sur les routes. Vous savez que le goudron n'est pas approprié pour notre climat. On fait maintenant les routes en béton. Des écoles que je construis avec des prêtres, avec des briques cuites. Oh, okay. Un immeuble que j'ai construit avec ça. Okay. Personne n'y croyait. Copier, attention. Il y a une façon de construire des maisons en terre. En terre, avec des briques, avec des matériaux locaux. Il faut être capable de valoriser ce qui se fait sur le continent. Pour moi, c'est ça le développement. Et au lieu de faire de l'afro-béton, parce qu'on ne veut pas faire une maison afro, une maison en béton, et parce qu'on a mis une peinture wax, tout va bien. Non, il faut arrêter faut arrêter ce cirque-là. Il faut arrêter. Aujourd'hui, on va vous parler de l'écologie, etc. Écoutez, l'écologie, c'est quoi? C'est justement ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, l'Occident a bousillé le monde avec les avions par-ci, par-là, les avions qui produisent du carbone, beaucoup de choses, beaucoup de CO2 dans la nature. Et qu'est-ce que ça crée? C'est des choses qui détruisent la nature. Et donc, du coup, il faut réfléchir déjà maintenant à comment est-ce qu'on va construire et consommer. Parce qu'en Afrique, nous, on a toujours vécu dans l'écologie. C'est la société occidentale qui casse les choses de cette façon-là. Vous voyez? On met l'écologie d'un côté, on met la nutrition de l'autre, alors que tous ces éléments-là sont censés coexister dans une seule réflexion. Tu ne peux pas détruire le sol pour être dans la surproduction, et après tu es surpris que les sols sont endommagés, tu fais de la surproduction parce que tu veux construire plein de bolides, de voitures, et après tu es surpris que bizarrement, pourquoi il fait trop chaud en Occident, on a trop chaud, le réchauffement climatique, mais c'est parce qu'on a bousillé la nature. En Afrique, nous avons toujours été proches de la nature. La preuve, nous la considérions comme une entité divine. Ça nous a même taxé d'animistes, de personnes qui prient des arbres, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien la preuve que nous sommes écologistes dans notre essence. Et on n'a pas besoin de faire de l'afro-écologisme. On n'a pas besoin de copier des concepts comme ça. On l'a en nous. C'est eux qui doivent venir nous copier. Et pas l'inverse sur certains sujets, bien évidemment. Aujourd'hui, on va vous parler de la data. On va vous dire attention, l'Afrique est en retard, il faut vous mettre très très vite à la data, à l'intelligence artificielle, etc. Ok, why not? Mais une fois de plus, il faut faire attention parce que les data centers, c'est des choses qui consomment énormément d'énergie. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des usines, mais il faut le penser. Il faut y réfléchir. À quel point avons-nous besoin de cela? L'IA aujourd'hui, on dit qu'il faut faire de l'IA, tout le monde doit faire de l'IA, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi cette injonction à faire de l'IA? Déjà qu'on ait déjà tous l'électricité et de l'eau chez nous, et après l'IA on verra, rien ne presse. Mais surtout, ce qu'il faut faire attention avec l'IA, c'est de ne pas recopier les problèmes. So everyone must love AI. The truth is, most people don't like AI. Do these rich, out-of-touch people really believe that our generation wants to hear that, oh, sorry, the job market you're going to graduate into is like terrible, but too bad. You also got to support AI, which is also taking your jobs right now too. They have to be left in the past. They are extremely out of touch. Their politics have failed us. They are still failing us, and they don't care about us whatsoever, and that has to change. Dans la salle et sur les réseaux sociaux, des milliers de jeunes américains se révoltent contre ce discours. Les étudiants, les récents diplômés, les futurs entrants sur le marché du travail, plus globalement, la Gen Z aux États-Unis a peur de l'arrivée de l'IA dans leur domaine. Parce que l'on pourrait croire à un événement isolé, mais des scènes similaires se sont produites en l'espace de quelques jours dans 2 autres universités. Scott Borchetta, directeur d'un des plus gros labels de musique aux États-Unis, subit le même sort au MTSU dans le Tennessee. Idem pour Eric Schmidt, l'ancien CEO de Google à Tucson, à l'université d'Arizona. Last December, Time magazine selected its Person of the Year for 2025.
And this time, it was the architects of artificial intelligence. Interesting. Suppression de postes, difficulté à trouver un emploi, et donc problème pour rembourser leurs prêts étudiants, les premières conséquences de l'IA sur le marché du travail ont déjà eu lieu. You just said to a class of graduates, AI is the future, and it's going to take away your jobs. So, good job on getting a degree, I guess. L'IA est une nécessité parce que c'est inéluctable dans la compétition internationale. L'IA va permettre de gagner des gains de productivité et de relancer la croissance. L'IA va certes faire disparaître quelques emplois, mais en fait, c'est juste une question d'éducation. Il faut permettre à la jeunesse et aux ouvriers de se former pour trouver de nouvelles activités adaptées à l'IA. Dernier argument, l'IA, c'est d'abord un assistant qui va nous permettre d'être plus efficaces au travail. Les 4 arguments de justification des économistes libéraux pour dire qu'on ne peut pas s'opposer à l'IA. Alors c'est exactement ce que disait Jean-Baptiste Say, qui était le fondateur de l'économie politique libérale au début du 19e siècle. En avril dernier, la maison de Sam Altman, le PDG d'OpenAI, est visée par un cocktail Molotov. L'assaillant, un jeune américain de 20 ans, laisse derrière lui au moment de son arrestation un manifeste anti-IA. Dans un contexte de désespérance sociale, d'un avenir qui se referme à la fois sur le plan de l'avenir professionnel comme de l'avenir même d'habitabilité de la planète, il est évident qu'il ne peut y avoir qu'un durcissement des tensions sociales autour de ces sujets. Disons, la violence collective et les révoltes violentes émergent lorsqu'il n'y a pas d'espace intermédiaire pour discuter, lorsqu'il n'y a pas d'espace de régulation. Ce gros problème depuis l'industrialisation occidentale, depuis la révolution industrielle du 19e siècle, c'est que le changement technique est l'une des rares choses qui n'est jamais inscrit dans un débat collectif. L'innovation technique est pilotée par en haut, par des acteurs économiques, politiques, pour des objectifs qui sont des objectifs de profit, des objectifs de puissance, qui ne sont pas forcément les objectifs et les horizons des sociétés civiles et des populations. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est quoi? L'IA, c'est quelque chose qui produit de l'intelligence. En tout cas, elle la simule. Elle simule de l'intelligence. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui en Afrique de simuler une intelligence? C'est une question que nous devons nous poser en tant qu'État. Est-ce qu'on a besoin de simuler de l'intelligence? Est-ce qu'on a besoin de mettre en accès public un robot qui est censé te parler comme si tout va bien, te conseiller? Il y a des dérives. Il y a des dérives, comme je vous l'ai dit, environnementales, mais il y a aussi des dérives psychologiques. Il y a des gens aujourd'hui en Occident qui parlent à des IA comme si elles étaient des psys, des amis, des confidents et même des partenaires relationnels, bien évidemment. Et donc, il faut, avant d'importer une technologie et d'y apporter une couleur afro, il faut déjà y réfléchir. Déjà, est-ce qu'on a besoin de ça? Alors, certainement, on a besoin d'ordinateurs pour travailler, etc. D'accord. Mais est-ce qu'il y a pas certaines technologies dont l'Afrique pourrait s'en défaire ou peut-être circonscrire son utilisation? C'est des questions à se poser. Et il ne faut donc pas être en train de courir. Pour moi, l'Afrique ne doit pas courir derrière l'Occident. L'Afrique doit se développer à partir de son paradigme et estimer à un moment donné que pour elle, tout va bien. Et que, voilà, il n'y a pas besoin de se casser la tête avec... voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Il y a des combats que l'Afrique doit mener. Il y a des combats que l'Afrique peut estimer qu'elle ne doit pas mener. L'Afrique doit avoir son propre agenda. Et ne peut être en train de courir derrière l'agenda européen, occidental, américain, whatever. Pour finir, ce serait important de parler de ce qu'on appelle la diglossie. Alors, c'est quoi la diglossie? La diglossie, c'est un rapport de force entre deux langues ou entre plusieurs langues qui vivent dans un même territoire. Alors, ce serait quoi le problème pour l'Afrique? Aujourd'hui, pour l'Afrique, lorsqu'on parle de se moderniser, se développer, c'est d'apprendre des langues occidentales parce que ce serait langues-là qui permettraient d'avoir un accès au savoir et derrière de pouvoir produire du savoir aussi et bien évidemment de produire de la science et de développer le pays, etc. Sauf que non, parce que c'est justement la diglossie donc crée ce rapport de force en mettant les langues africaines pour le coup au niveau de la maison. Donc vous ne parlez les langues que entre vous à la maison, bien évidemment il n'y a pas de souci, mais les langues occidentales, les langues coloniales sont des langues qui vont permettre de développer le pays. Donc c'est les langues qui vont être enseignées à l'école, c'est les langues qui vont être parlées dans l'administration. Donc ce que les gens ne comprennent pas derrière cette diglossie là, c'est que la diglossie en fait est l'une des premières causes de l'échec scolaire. Pourquoi? Parce que
60 à 40% des Africains aujourd'hui ne parlent pas le français ou l'anglais ou quelconque langue occidentale. Les langues occidentales sont très bien implantées dans les capitales où le colonialisme s'est franchement implanté, mais dans l'arrière-pays, les gens ne parlent pas le français. Sauf que lorsque vous introduisez des gens qui ne parlent pas la langue dans laquelle vous diffusez du savoir, vous ne serez pas surpris qu'ils ne performent pas dans les écoles, dans les établissements, dans les études. C'est normal, c'est parce que avant d'apprendre l'addition, la soustraction, le théorème de Pythagore, etc., c'est des concepts qui sont dans une langue. C'est des concepts qui sont dans la langue française ou anglaise ou portugaise ou whatever. Sauf que moi qui parle EV, j'aurais une double difficulté. J'aurais une première difficulté déjà d'apprendre la langue française avant d'apprendre le concept même du théorème. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un problème. Et donc derrière ce problème-là, il faudrait briser la chaîne. Il faudrait briser cette diglossie qui empêche les Africains de pouvoir accéder à la connaissance directement. Donc pour moi, le développement aussi passe par la partie linguistique et donc par la réappropriation intellectuelle de nos langues. Donc au lieu de forcer les gens à apprendre d'abord une langue occidentale pour accéder au savoir, double difficulté, on a un savoir qui est directement conçu dans nos langues, dans nos paradigmes, et ainsi la société peut ainsi diffuser le savoir sans qu'on ait les difficultés qui créent derrière un énorme échec scolaire. Donc c'est très important aussi de voir le développement dans ce paradigme global et de pouvoir faire en sorte que les États permettent de parler nos langues dans les administrations, d'utiliser nos langues dans les systèmes éducatifs. Ça créera de l'emploi, bien évidemment, parce qu'il faudra traduire ces manuels-là. Il faudra former les enseignants qui vont apprendre les connaissances à toute cette population-là, quand même, qui ne parle pas les langues occidentales, etc. Mais surtout, c'est des choses qui existent déjà aujourd'hui. C'est des choses qui se sont faites au Sénégal, où ils ont essayé de prendre quelques langues sénégalaises, Wolof, etc., Bambara, commencer à les apprendre dans les systèmes éducatifs, au sein de l'école. C'est ultra important. Il faut le faire, c'est important. Des États comme le Nigeria ont essayé de le faire, ça n'a pas marché, d'accord, mais ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être fait. Le Nigeria, cela n'a pas marché au Nigeria. Pourquoi ? Eh bien parce que, figurez-vous qu'ils n'ont pas suffisamment formé les enseignants dans ces langues-là pour diffuser le savoir. Et donc, ils ont vu l'échec comme une conséquence de la transmission ne peut fonctionner que si on utilise une langue comme l'anglais, parce que c'est l'anglais qui est la langue occidentale majoritairement parlée dans ce pays-là. Et donc, ils se sont dit non, on va parler prioritairement l'anglais, parce que c'est ça qui permet de développer, de partager la connaissance, alors que c'était juste une histoire de les enseignants ne sont pas suffisamment formés. Donc, c'est des problèmes auxquels l'Afrique doit se préparer pour faire son développement. Et donc, le développement de l'Afrique, vous l'avez bien vu, c'est un tout. Et donc, ça passera aussi par les langues. Applaudissements. T'es obligé d'applaudir parce que ça va trop vite. 2, c'est des gestes que t'as jamais vu de ta vie. Je terminerai ma vidéo en disant que je vous remercie franchement d'avoir écouté jusque-là. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, n'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, que vous soyez d'accord ou pas. Petit commentaire, petit like, ça fait plaisir. Je voudrais terminer la vidéo juste en disant que, en fait, ce qui est primordial aujourd'hui pour l'Afrique, c'est d'être en sécurité. Parce que si tu n'es pas en sécurité dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est très grave, c'est très dangereux. Parce que tu vas te faire envahir, parce que c'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. C'est ce qui a causé notre chute, c'est que, bon, voilà, on était un peu naïfs, voilà, les gens sont arrivés sur notre territoire, on ne s'est pas posé beaucoup de questions, on les a laissés rentrer, s'installer, voilà. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de comprendre que, ok, le monde, il est violent, il n'y a pas de problème. Désormais, on aura une armée forte, parce qu'il faut se protéger au niveau de notre État et de nos institutions. Mais derrière, on fait ce qu'on a envie de faire. Voilà. Il faut juste qu'on soit en capacité de dire, ok, on va pas faire ci, on va pas faire ça, on va pas vous suivre, on va vous suivre ou pas. Mais que lorsqu'on le dise, qu'on n'ait pas peur de recevoir une bombe nucléaire de Trump ou de je sais pas qui. En fait, pour moi, c'est ça la priorité. Dès lors qu'on aura une sécurité, une autonomie, une souveraineté sécuritaire,
Après, tout ce qui est développement, les gars, c'est à nous et à nous seuls de décider. On se vante beaucoup qu'on a toutes les matières premières, c'est certainement vrai. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on se précipite? On a les minerais pour fabriquer les téléphones portables, on a des trucs, mais tout ce qu'il faut faire, c'est de faire attention à comment est-ce qu'on va produire, qu'est-ce que l'éthique africaine, comment ne pas tomber dans les travers du capitalisme, comment ne pas mal se nourrir. C'est des questions que l'Afrique doit se poser, mais pas en regardant à l'extérieur, en regardant d'abord dans sa propre histoire et dans son identité. Et après, rien ne m'empêche, parce que je le dis, d'avoir un petit coup d'œil à l'extérieur. Il n'y a pas de souci. Les peuples le font. Les Chinois, les Japonais, tous les autres peuples qui ont été opprimés par les puissances impérialistes, voilà, les puissances du G7, l'ont fait. Donc c'est à notre tour, peuple africain, de le faire. Et donc sur ce, j'ai terminé ma vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire et je vous souhaite un très bon week-end. Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins d'en comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui, beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent le fait d'avoir utiliser les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Metup. Metup, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire plusieurs langues. C'est quelque chose que les gens n'ont pas pour habitude de voir, en tout cas pour les langues africaines. Vous avez un outil qui vous permet aujourd'hui de traduire plusieurs langues africaines, c'est Metup. Mais ça ne s'arrête pas là, bien entendu. Vous avez sur Metup aussi une bibliothèque numérique de contenu. Et cette bibliothèque numérique de contenu, c'est ce qui vous permet justement d'apprendre un certain nombre de choses, d'apprendre de vos langues, d'apprendre les similitudes linguistiques qu'il y a entre plusieurs langues de plusieurs pays. Vous avez aussi la possibilité de suivre sur Metup des cours en visioconférence, les amis. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez donc cette possibilité de poser les questions directement à vos professeurs. Si vous voulez apprendre par exemple le Lingala, ben pourquoi pas. Vous voulez apprendre par exemple le Douala, pourquoi pas. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur Metup. Le Wolof, n'en parlons pas. Metup est donc un espace communautaire finalement où vous allez pouvoir vous retrouver pour apprendre un certain nombre de choses sur votre africanité. Le fait de parler une langue africaine va vous rapprocher encore plus de votre continent et de vos ancêtres, les amis. Donc les amis, pour Metup, c'est très simple. Je vous ai mis tous les liens en description, notamment le lien d'abord pour arriver sur le site de Metup pour comprendre comment ça fonctionne, le lien pour avoir plus de détails parce qu'il y a beaucoup plus de choses que Metup propose que ce que je viens de détailler. Et donc, retrouvez tout ça en description. On y va tout de suite sur Metup. Même si vous n'êtes pas concerné, mais vous connaissez peut-être une personne qui a envie d'apprendre, vous avez peut-être un enfant qui a envie d'apprendre une langue, c'est le moment de prendre la décision.